Avant l'arrivée de la famille de Dreux, l'église de Braine recueillit au IXe siècle, selon les annales de Flodoard écrites en 931, les reliques de deux saints qui étaient menacés par les invasions vikings. Saint Évodius ou Saint Yvède, le 9e évêque de Rouen, et Saint Victrice. Cette église primitive était probablement située près du château comtal et dédicacée à Saint Yvède. Or, vers 1130, les premiers seigneurs du comté de Braine, André de Baudément et sa femme Agnès, dame de Braine, insatisfaits du comportement des ecclésiastiques qui desservaient la collégiale du château de Braine, décidèrent de supprimer le chapitre. Après avoir consulté Joscelin de Vierzy, l'évêque de Soissons, celui-ci leur conseilla au contraire de conserver le chapitre. Ainsi firent-ils don de la collégiale Saint-Yvède à l'évêque de Soissons, qui transmit ce patrimoine en 1130 à l'ordre des Prémontrés pour créer une nouvelle abbaye. Cet ordre, qui venait de naître en 1120 dans la ville éponyme, sous l'impulsion de saint Norbert de Xanten, connaissait à cette époque un développement foudroyant dans la région de l'Aisne, car 10 abbayes de Prémontrés y furent créées en une dizaine d'années. À Braine, les Prémontrés bénéficièrent d'un essor économique rapide qui leur permit d'ériger une première église monastique qui perdura une cinquantaine d'années. En effet, Robert Ier de Dreux et son épouse Agnès II de Braine, la petite-fille de la première Agnès, décidèrent vers 1180 de construire une nouvelle église abbatiale. À cette fin, ils firent bénéficier les Prémontrés de leur large libéralité. Selon les volontés de Robert Ier de Dreux et d'Agnès II, cette église fit l'objet d'une double dédicace à Saint Yvède et à la Vierge. En outre, ceux-ci demandèrent que leurs dépouilles y reposassent. Leurs descendants y furent également inhumés, conférant à l'église un rôle de véritable nécropole pour la famille royale de Dreux. Pour cette raison, Saint Yvède de Braine fut qualifié par certains de Petit Saint-Denis. Un plan de la seigneurie de Braine, établi vers 1760, montre la disposition des bâtiments de l'abbaye des Prémontrés. Ceux-ci venaient d'être reconstruits en 1720. Leur configuration était probablement proche de celle existant au Moyen Âge. Nous l'utiliserons pour décrire l'abbaye initiale. À cette époque, la nouvelle abbatiale jouxtait les bâtiments conventuels, déjà terminés en 1152. L'entrée principale de l'abbaye se situait sur la rue des Juifs, la rue Pierre-Becquerel actuelle. Elle donnait sur la cour principale, bordée au nord par la bibliothèque et au sud par le chevet de l'église. Le bâtiment principal de l'abbaye, à 2 niveaux, faisait face à l'entrée. Il comprenait le réfectoire et la sacristie. Le dortoir des moines occupait le premier étage. La salle du chapitre reliait le bâtiment principal à la bibliothèque. Le cloître était formé par 2 autres bâtiments, dont la procure plus à l'ouest. Près du chevet de l'abbatiale se trouvait un cimetière réservé aux religieux. Au sud-est se situe un moulin sur la Velle et une basse-cour servant de ressources aux moines prémontrés. Enfin, un logis abbatial situé de l'autre côté de la rue des Juifs, pourvu d'un très grand jardin, complétait l'abbaye des Prémontrés. Il fut rénové également en 1720. Le château bas de Braine, dont nous ne possédons pas de plan datant du Moyen Âge, était proche de l'entrée de l'abbatiale. Il appartenait au comte de Braine, en l'occurrence Robert III de Braine, alias Gadblé, qui possédait également le château de Nélandol. On ne sait pas si un accès particulier à l'abbatiale était réservé aux seigneurs de Braine. De leur côté, les Prémontrés bénéficiaient probablement d'un accès direct à l'édifice depuis leur bâtiment. La présente description de l'abbaye donne un bon aperçu de l'étendue de la donation faite par Agnès de Braine et Robert Ier de Dreux aux Prémontrés. Initialement, l'abbatiale mesurait 70 mètres de long avec une largeur de transept de 35 mètres, dimensions respectables qui sont, à titre indicatif, exactement celles de la cathédrale de Senlis. Sa période de construction se serait étendue, selon le consensus actuel des historiens, de 1176 à 1208. Comme Robert Ier de Dreux mourut en 1188, alors qu'il se préparait à partir en croisade, il revint à la seule Agnès II de Braine d'assurer pendant 15 ans le financement et le suivi de la construction de l'édifice. Elle fut donc reconnue comme sa fondatrice. L'église fut consacrée en août 1216 sous la double dédicace de Saint Yvède et de la Vierge. Au cours du temps, Saint Yvède de Braine souffrit malheureusement de nombreuses vicissitudes, à la fois en raison des intempéries, mais surtout
suite au manque d'entretien et aux destructions provoquées par les hommes. En 1540, l'abbaye passa sous le régime de la commande, ce qui aboutissait en général à des restrictions financières, affectant principalement les budgets destinés à l'entretien des bâtiments et aux jardins. L'église fut dévastée pendant les guerres de religion. En 1628, la foudre frappa la flèche de la tour centrale du transept, ce qui nécessita son remplacement. En 1650, pendant la Fronde, les Espagnols qui soutenaient les frondeurs firent main basse sur les trésors en profanant les tombeaux de la nécropole. En 1791, les prémontrés furent chassés de l'abbaye et l'abbatiale fut transformée en église paroissiale. En 1793, déclarée comme bien national, l'abbaye fut vendue à un certain Brunetto, entrepreneur local, qui démolit les bâtiments conventuels. Puis, l'église fut vidée de ses statues, le plomb fut récupéré pour fabriquer des balles destinées aux armes de guerre, les tombeaux furent à nouveau profanés et détruits, ainsi que le jubé de pierre du XVIe siècle. En 1794, l'église servit d'écurie aux armées révolutionnaires. En 1808, l'absence d'entretien de l'édifice, depuis des décennies, provoqua l'effondrement des voûtes occidentales de la nef. Lors de la restauration monarchique, des projets de réhabilitation furent étudiés en 1825. Probablement par manque de ressources financières, l'architecte Jean Cour fut contraint de supprimer la façade occidentale et 4 travées de la nef, dont la longueur fut réduite à 42 mètres. Les travaux correspondants se déroulèrent de 1828 à 1832. L'abbatiale fut classée sur la première liste des monuments historiques en 1840. Par la suite, les 2 guerres mondiales y provoquèrent de nouveaux dommages. C'est donc d'une abbatiale amputée et vidée de ses trésors dont nous avons hérité aujourd'hui. Elle offre néanmoins à nos yeux un spectacle exceptionnel. La façade occidentale de l'abbatiale, reconstruite dans les années 1830, après la démolition des voûtes de la nef, est particulièrement insipide. Les premiers arcs-boutants les plus visibles depuis l'ouest sont de facture moderne. Ils ont été implantés au XIXe siècle pour soutenir la nouvelle nef raccourcie. On remarque la différence de leur courbure avec celle des arcs-boutants originaux. Il est donc légitime d'essayer de restituer la façade du Moyen-Âge, car celle que l'on observe aujourd'hui ne nous apprend rien sur la composition initiale de cet ensemble. Le premier constat est archéologique. Devant la façade actuelle, sur son côté nord, il existe des vestiges d'un mur particulièrement épais et renforcé à son départ, où se situait la façade primitive. Une plaque rappelle la position initiale du portail. En se déplaçant vers l'église, on observe d'autre part des vestiges de départ de murs perpendiculaires qui appartenaient probablement au cloître de l'abbaye. Comment interpréter tous ces vestiges ? Au milieu du XIXe siècle, les historiens ont pensé que la massivité du mur initial s'expliquait par la présence d'un 2e transept sur le côté occidental de l'édifice, comme il en existe à la cathédrale de Noyon, ou plus communément dans nombre d'églises anglo-saxonnes. Ceci a conduit l'anglais Thomas King à représenter, vers 1850, une abbatiale pourvue d'un transept occidental. Au passage, on remarque la présence d'une flèche sur la tour centrale, qui n'existe plus en raison des différents avatars déjà évoqués. Or, vers 1970, les fouilles menées sur les vestiges du mur par l'archéologue américaine Geraldine McLean et les études de l'allemand Bruno Klein ont montré qu'il y avait bien continuité des fondations du mur ruiné avec celui de l'abbatiale actuelle et qu'aucun second transept n'avait pu être construit près de l'ancien portail. D'après Klein, il était prévu initialement de bâtir 2 tours en lieu et place de l'hypothétique transept, mais celles-ci n'ont jamais existé. La restitution de l'abbatiale de Thomas King est donc fausse, tout en attirant cependant notre attention sur l'aspect probable des portails de la façade primitive. La façade primitive, démolie vers 1830, perdit ses décorations qui furent éparpillées, détruites ou déplacées à l'intérieur du sanctuaire. En 1969, l'architecte en chef des monuments historiques, Maurice Berry, entreprit une restitution du portail central de la façade. Afin de conserver cette restitution sur le lieu même de sa construction initiale, il proposa de l'installer au revers de la nouvelle façade de Saint-Yved. Des reliefs représentant le Christ et la Vierge, qui avaient été déplacés dans des niches au fond de l'abside, furent employés lors des travaux de restitution.
Ces reliefs appartenaient à une iconographie devenue populaire à la fin du XIIe siècle, appelée le couronnement de la Vierge. Au moment de la construction abbatiale, cette représentation était déjà apparue sur la façade occidentale de la cathédrale de Senlis, puis sur celle de la cathédrale de Laon. Le tympan du portail central restitué montre sous une arcature trilobée le Christ qui couronne la Vierge, sa mère. Sur le linteau, le relief du côté gauche représente la Dormition, instant où Marie meurt. Le relief du côté droit du linteau, malheureusement disparu, n'a pas pu être restitué à Saint-Yvède. On peut raisonnablement penser que celui-ci, comme à Senlis, montrait probablement la préparation de l'Assomption de Marie par des anges missionnés par le Christ. Sous l'archivolte, décoré de rinceaux, se logent 4 voussures en tiers-point. Des personnages représentent les patriarches, les rois et les prophètes, ayant annoncé l'arrivée du Christ ainsi que sa descendance davidique. Initialement, ces personnages devaient être au nombre de 44, il n'en reste aujourd'hui que 22. L'étude des ébrasements du portail central, par Geraldine McLean, a montré que ceux-ci étaient conçus pour recevoir chacun 4 statues-colonnes, également comme à Senlis. Cette scénographie peut être rapprochée d'une enluminure figurant dans le magnifique psautier d'Ingeburg, la seconde femme de Philippe Auguste. En ce qui concerne les portails latéraux, il fut retrouvé dans une des niches de l'abside une statue de la Vierge à l'Enfant qui pouvait avoir été implantée sur l'un de ces portails. Cependant, celle-ci fut jugée trop lourde pour être portée par le trumeau des portes. La statue dont la tête était dégradée fut pourvue d'une tête moderne. Ainsi restaurée, elle fut placée au milieu de l'abside, soulignant ainsi la dédicace à la Vierge de Saint-Yvède. Néanmoins, certains spécialistes estiment encore qu'il est possible que la statue ait pu faire partie des portails ou du gable surmontant ceux-ci. Le doute subsiste donc. D'un autre côté, le musée de l'abbaye Saint-Léger de Soissons expose la descente du Christ au limbe, dont l'appartenance à l'un des portails latéraux a été confirmée par les archéologues modernes. Du point de vue architectural, les croisillons nord et sud du transept sont très proches. Ils sont équipés chacun de 2 tourelles octogonales qui surmontent des contreforts d'angle et qui incluent des escaliers. Élément central du croisillon, une grande rosace est équipée d'un oculus central présentant 12 lobes qui servent de point d'appui à 12 rayons séparés par 2 petits arcs à clés pendantes. Sous la rosace, une frise avec un motif à 6 feuilles domine 2 fenêtres bouchées. Au-dessus de la rosace, une autre frise décore l'ensemble du transept à ce niveau. Le pignon du croisillon est ajouré par un triplet de lancettes. La lancette centrale est entourée par 2 colonnettes supportant des statues représentant, côté nord, 2 personnages barbus dont l'identité est difficile à déterminer, et côté sud, malgré leur état très dégradé, un ours jouant de la lyre et un âne jouant de la vielle, symbole d'un animal prétentieux et ignorant, à l'adresse peut-être des écoliers que les chanoines auraient éduqués. Les tourelles octogonales sont percées par des lancettes encadrées par des colonnettes au nord et par des boudins séparés d'une gorge au sud. Leur toit, ajouré par des lancettes, résulte d'une imbrication de pierre. Des crochets qui décorent leurs arêtes se terminent par de fausses gargouilles. Vu l'amputation significative subie par la nef au XIXe siècle, le chœur et l'abside de Saint-Yvède ont pris une importance relative particulière. Nous verrons qu'au tournant du XIIIe siècle, les architectes concepteurs leur avaient déjà volontairement donné un agencement spécifique ainsi qu'une dimension notable. Les contreforts de l'abside présentent une structure de type emboîté. Celle-ci consiste à mettre bout à bout sur un même épaulement des sous-contreforts dont la hauteur et la largeur diminuent en fonction de leur altitude. En l'occurrence, on observe ici une succession de 5 éléments emboîtés. Chaque contrefort ainsi constitué se termine par un glacis qui interrompt la frise située immédiatement sous le toit. Ce type de contrefort a été également utilisé, entre autres, pour l'abside de la cathédrale voisine de Soissons. Au niveau des fenêtres hautes,
on remarque un passage à travers le quatrième élément des contreforts, dont nous soulignerons un lien avec le triforium à l'intérieur de l'édifice. Limité actuellement à l'ensemble abside-chœur-transept, ce passage devait probablement faire le tour de l'édifice initial. Les fenêtres de l'abside sont surmontées d'une frise comportant des fleurs à 4 pétales, formant une arcature qui termine sa course sur des têtes. Ces fenêtres ne sont pas encadrées par des colonnettes. Les autres frises de l'ensemble montrent soit des bouquets à nombre de feuilles variables, soit des rinceaux. Implantée à la croisée du transept, une tour centrale carrée domine l'édifice. Elle est appelée tour-lanterne, car les 8 grandes fenêtres qui la composent, 2 par côté, sont la source d'un flux lumineux contribuant de façon significative à l'éclairage intérieur de l'abbatiale. La cathédrale de Laon est un exemple d'utilisation d'un tel dispositif. À Braine, la tour-lanterne est pourvue de 8 contreforts d'angle qui la soutiennent. Les fenêtres sont encadrées par 2 colonnettes qui supportent une arcature en tiers-point. 2 frises courent au-dessus et en dessous des fenêtres. Celle du haut, en forme d'arc, représente des fleurs à 4 pétales, et celle du bas, rectiligne, un motif floral plus élaboré. Les frises en arcature des 2 fenêtres d'un même côté se rejoignent en son milieu sur une colonnette qui soutient le dallage sommital de la tour. Cette colonnette centrale prolonge un contrefort qui laisse passer un nouveau couloir de circulation extérieure dédié à la tour. Aux 4 angles de la tour, une colonnette située entre 2 contreforts de type emboîté joue un rôle analogue à celui de la colonnette centrale. Enfin, un rinceau sommital complète la décoration externe de la tour-lanterne. Nous allons pénétrer à l'intérieur de l'abbatiale par un chemin peu commun offert par cette tour. À l'intérieur de l'édifice, la tour-lanterne carrée, elle-même éclairée par le soleil selon une direction nord-est à l'instant de la prise de vue, illumine l'espace de l'église. Affectée par les différentes destructions déjà évoquées antérieurement, la lanterne présente une voûte octopartite, à 8 secteurs réguliers, de construction relativement moderne. Les branches de la voûte retombent sur des tailloirs à bec de 8 colonnettes. Sur les diagonales du carré, 4 colonnettes prennent leurs appuis au niveau du sol, alors que les 4 colonnettes implantées sur le milieu des côtés des carrés interrompent leur appui au niveau d'un triforium comportant 6 arcades sur chaque côté. Ce triforium, qui ne concerne que la tour-lanterne, permet la circulation des hommes. Le dallage qui le couvre, positionné juste sous les grandes fenêtres, s'étend vers l'extérieur pour former le couloir de circulation externe à la tour. Descendons maintenant verticalement du niveau de la tour-lanterne, point haut de l'abbatiale, au niveau du sol. La scène qui s'offre alors à nos yeux est saisissante. Nous découvrons un chœur rempli de lumière, occupant un vaste espace dégagé, sans rapport avec les dimensions modestes de l'abbatiale, en comparaison avec celles des cathédrales, dont la plupart ne provoquent pas une telle impression d'unification du volume et de clarté. Comment les architectes médiévaux sont-ils arrivés à un tel résultat ? Le cahier des charges des architectes comprenait quelques points essentiels. L'édifice devait accueillir des reliques, pouvoir être utilisé par les chanoines réguliers prémontrés, accueillir les seigneurs de Braine et jouer le rôle de nécropole pour cette famille, accueillir des fidèles. Pour répondre à la présence de reliques et à la double fonction d'abbatiale et de nécropole princière, le maître architecte médiéval a voulu d'une part optimiser la pénétration de la lumière dans le futur sanctuaire et d'autre part agrandir au maximum l'espace disponible pour faciliter la circulation des officiants et des seigneurs à la fois dans la nécropole et vers les chapelles. Il a donc conçu un édifice qui comprend 2 parties distinctes. D'une part, la nef, répondant à un style basilical, comporte 6 travées avec des bas-côtés simples pour accueillir les fidèles, et d'autre part, l'ensemble transept, chœur, abside. L'éclairement et les volumes de ce dernier espace, que l'on peut qualifier de réservé, car il est utilisé principalement par les chanoines et les seigneurs, se démarque très nettement de la nef que l'on peut qualifier d'espace commun. Le transept, comprenant la tour-lanterne en sa croisée,
contribuent significativement à l'éclairage intense désiré. Plus à l'est, de chaque côté de l'édifice, 2 chapelles semi-circulaires sont ouvertes diamétralement et elles comprennent chacune 3 fenêtres. Leurs axes obliques sont orientés vers le centre du transept. Au même niveau, le chœur composé de 3 travées ouvre ses grandes arcades sur les chapelles qui éclairent ainsi le centre de l'édifice. En outre, l'architecte a pourvu le transept de 2 travées barres longues. La première travée, la plus au centre de l'édifice, prolonge le bas-côté de la nef pour former une sorte de couloir ouvert aboutissant à une chapelle. La seconde travée du transept donne sur une chapelle identique à la précédente. Cette disposition permet un bon éclairage global du transept et elle assure la visibilité de l'espace réservé depuis la nef. Enfin, une vaste abside termine l'édifice. Arrondie en sa partie basse, elle présente plus haut 7 pans où sont logées de grandes fenêtres, sources de lumière, qui complètent l'éclairage de l'espace réservé. L'arrangement architectural ainsi proposé n'est pas cloisonné, car il résulte des dispositions prises pour optimiser l'éclairement de l'édifice, un grand espace disponible pour la nécropole et la circulation des hommes. Selon Anne Prasch, historienne de l'art médiéval, l'option des chapelles ouvertes à axe incliné par rapport à celui du vaisseau, appelé aussi chapelle biaise, contribue à unifier l'espace et à fournir un flux continu de lumière qui donne une impression de mouvement sans rupture. La technique des chapelles biaises, ouvertes et intégrées, que l'on peut opportunément nommer lumineuses, a-t-elle été inventée par l'architecte de Saint-Yved. À l'examen, le catalogue des édifices susceptibles d'avoir devancé Saint-Yved se révèle peu épais. On a pu recenser l'église de l'abbaye bénédictine de Saint-Michel-en-Thiérache, qui présente un plan pratiquement superposable à celui de Saint-Yved pour ce qui concerne le transept et les chapelles. Cependant, son chœur comportant seulement 2 travées ne permet pas la superposition complète des 2 plans. Après étude minutieuse, les experts se sont prononcés pour une très légère antériorité de Saint-Yved. Il semble que le plus ancien exemple d'utilisation de la chapelle biaise soit celui de Mont-Saint-Launois. Mais cette église n'utilise qu'une seule chapelle dans son plan. Un autre exemple d'édifice a plusieurs chapelles biaises relevées par les historiens du début du XXe siècle, Valéry Radot et Carré, et la Sainte-Chapelle de Dijon, dont l'ensemble transept-chœur-abside est très proche de celui de Saint-Yved. Cet ensemble fut achevé en 1196, probablement avant l'équivalent de Braine. Cette église fut créée par des chanoines en 1172, puis reconstruite par la famille ducale de Bourgogne. Son plan se superpose, toute proportion gardée, à celui de Saint-Yved. Comme Braine, l'objet initial de l'édifice correspondait à une double destination, princière et abbatiale. La Sainte-Chapelle de Dijon pourrait donc avoir été la première église dans laquelle la technique des doubles chapelles biaises fut utilisée. Or, cette église fut complètement détruite lors de la Révolution. Par conséquent, Saint-Yved reste le seul édifice du début du XIIIe siècle équipé de chapelles biaises encore visibles aujourd'hui. À noter une extension plus tardive de cette technique à Notre-Dame de Trèves en Allemagne qui présente une structure architecturale complètement circulaire. Dans un autre domaine architectural, il est établi que depuis l'Antiquité, les architectes ont utilisé des nombres, tels le nombre d'or, et des proportions déduites de ces nombres pour concevoir les plans et les structures de leurs édifices. Or, dans le Dictionnaire raisonné de l'architecture, écrit par Eugène Viollet-le-Duc au XIXe siècle, le terme symétrie est précédé de la phrase « Peu d'édifices indiquent mieux que ne le fait l'église de Saint-Yved de Braine le système symétrique employé par les maîtres architectes de la fin du XIIe siècle. Nous n'entrerons pas ici dans une présentation des calculs démontrant les symétries observables sur Saint-Yved. Ne serait-ce que pour la perfection de sa symétrie, Saint-Yved est un édifice exceptionnel. Afin d'éviter toute confusion, nous appellerons arc doubleau tout arc perpendiculaire à l'axe de la nef et arc formeré tout arc parallèle à cet axe. L'architecture intérieure de Saint-Yved présente une élévation structurée à 3 niveaux. Au niveau supérieur se situent les voûtes avec leurs supports,
ainsi que des fenêtres dites hautes, par opposition aux fenêtres des chapelles et de l'abside du niveau bas. La hauteur des fenêtres hautes est relativement faible comparée à celle des grandes cathédrales voisines comme Laon ou Soissons. Elles sont simplement ébrasées. Elles complémentent néanmoins le flux lumineux global baignant l'édifice. L'ensemble du vaisseau central, sauf l'abside, est équipé de voûtes quadripartites qui sont flanquées de 2 tores avec une gorge médiane. Elles correspondent à un arc plein cintre situé au-dessus des fenêtres hautes. Le support de ce dernier arc se situe sur le tailloir d'un chapiteau dédié du niveau haut, tandis que les retombées des nervures des voûtes correspondantes s'effectuent plus bas sur des tailloirs multiples. Les voûtes sont séparées entre elles par des arcs doubleaux en tiers-point. Dans l'abside domine une voûte octopartite qui rayonne en amande autour d'une clé avec feuillage. Les arcs surmontant les 7 pans sont du type tiers-point. Dans le transept, les voûtes barlongues des travées des croisillons et les fenêtres hautes sont identiques à celles de la nef. Les grands arcs massifs de la croisée sont encadrés par 4 tores. Au niveau médian, un triforium autorise la circulation des hommes. Il parcourt presque tout le tour de l'édifice, y compris la nef. Il est cependant interrompu au niveau des façades des croisillons nord et sud du transept pour ne pas perturber la visibilité de ces rosaces. Un passage sous les rosaces permet la continuité de la circulation à cet endroit. Le triforium est composé d'arcatures à 4 arcs, sauf dans l'abside où il n'en présente que 2. Les colonnettes sont surmontées de chapiteaux accrochés avec des tailloirs carrés. Celles-ci supportent des arcs en tiers-point, encadrés de 2 boudins, laissant transparaître une gorge centrale. Ainsi, avec celui de la tour-lanterne, l'église comporte au total 2 triforiums situés à des niveaux distincts. Le niveau inférieur concerne principalement les arcades de la nef et du chœur. Nous examinerons aussi les piles de la croisée du transept, qui concernent en réalité les 3 niveaux de l'élévation. Les grands arcs formerés de cet espace sont encadrés de 3 tores. Ils retombent soit sur des colonnes isolées à fût cylindrique, soit sur des colonnes engagées. Les colonnes isolées sont constituées de chapiteaux garnis de crochets sur plusieurs rangs. Elles sont surmontées de tailloirs octogonaux. Ceux-ci sont plus saillants du côté tourné vers la nef, car ils forment un support pour 5 colonnettes. Dans le transept, l'arrangement des arcs doubleaux est identique à celui qui vient d'être décrit pour la nef. On remarque que l'arc doubleau, qui termine le bas-côté de la nef au niveau du transept, repose uniquement sur des colonnes engagées, lui donnant un aspect plus massif que les arcs doubleaux s'ouvrant sur les chapelles. Les piles de la croisée du transept comprennent 4 colonnes et 12 colonnettes. Les faces tournées vers la nef sont aplanies pour présenter des statues au niveau haut, tandis que 2 colonnettes les encadrant s'appuient sur une autre console au niveau bas. Un plan en coupe représentant la gerbe de colonnes d'une pile, élaboré par Thomas King, montre l'organisation complexe de l'ensemble. Cette disposition, qui est peu commune, se retrouve néanmoins dans d'autres édifices de la région, comme à la cathédrale de Troyes et à Notre-Dame de Châlons en Champagne. Les 2 sculptures, ainsi que leurs consoles et leurs dés, qui appartiennent aux 2 piles les plus orientales de la croisée du transept, datent du XIIIe siècle, alors que celles implantées du côté occidental sont modernes. Étant donné sa double destination princière et abbatiale, Saint-Yved fut probablement, dès l'origine, pourvu d'une riche dotation en vitraux et en sculptures. Certains historiens attribuent ainsi à Isabelle, la reine d'Angleterre, cousine d'Agnès II de Brenne, le cadeau des principaux vitraux pour l'église. La qualité de ces vitraux aurait impressionné les historiens Claude Carlier et Alexandre de Laborde en visite à Brenne au XVIIIe siècle. 250 panneaux y étaient encore présents en 1815. Mais au cours des siècles, Saint-Yved, objet de tant de vicissitudes, perdit la plupart des trésors qu'elle détenait. Comme nous l'avons déjà constaté, les sculptures que l'on peut observer aujourd'hui proviennent principalement des restes du portail occidental, détruit vers 1830. Ainsi en est-il de la Vierge qui trône avec son Fils et des bas-reliefs montrant le couronnement de la Vierge par Jésus. Nous avons également constaté la présence de statues datant du XIIIe siècle à la croisée du transept et à l'extérieur de ce même transept
celle de 4 statues sommitales. Les vitraux visibles aujourd'hui à Saint-Yved sont l'œuvre dans les années 1920 de Jacques Gruber, un disciple de Gallet. Gruber élabora une vingtaine de verrières modernes qui ne juraient aucunement avec l'architecture médiévale de l'abbatiale. À l'origine, la rosace nord du transept représentait le Christ avec les 24 vieillards de l'Apocalypse. Gruber la remplaça par le thème des métiers sur un fond de couleurs rose et bleu violacé. La rosace sud, qui représentait initialement les arts libéraux, les saisons et le zodiaque, fut remplacée par une représentation de la Vierge utilisant des tons vifs de bleu et d'or. Le contraste des couleurs des rosaces du transept est remarquable. Sur la façade occidentale de l'église, Carlier signala en son temps la présence d'une rosace représentant le jugement dernier, mais cette rose disparut en même temps que le portail du couronnement de la Vierge. Les fenêtres basses de l'abside figurent des scènes relatives au ministère de Jésus-Christ. Les 3 fenêtres hautes de l'abside représentent la crucifixion, ainsi que les prophètes et les apôtres. Dans les chapelles, Gruber utilise, comme au Moyen-Âge, des médaillons quadrilobés immergés dans un foisonnement floral pour représenter des scènes de l'Évangile ou de la vie de Saint-Yved ou de Saint-Victrice. Selon Jeanne Dufour et Denis Rolland, l'ensemble des verrières de Braine donne la sensation d'un art intellectuel et brillant, fait de virtuosité technique et de maîtrise de la couleur. En 1815, une explosion dans la poudrière du bastion Saint-Rémy à Soissons détruisit les vitraux situés du côté sud de la cathédrale. À cette époque, Saint-Yved était sur le chemin de la démolition. Certains de ces vitraux furent vendus par la fabrique de l'église et remontés à la cathédrale de Soissons en 1816. Il est fort probable que les médaillons de la verrière 103 de la cathédrale de Soissons, dont les thèmes des rois ancêtres de Jésus, du zodiaque, les saisons, les travaux des mois et les arts libéraux furent utilisés à Saint-Yved, soit constitués par une partie des vitraux des rosaces de l'église de Braine. Plus récemment, les historiens de l'art Louis Grodecki et surtout l'américaine Madeleine Cavines ont essayé pendant plusieurs années de retracer le devenir des vitraux de Saint-Yved en dehors de ceux installés à Soissons. Plusieurs panneaux ont été identifiés dans des collections américaines. Ni les verrières basses, ni les verrières hautes, parmi lesquelles la fenêtre axiale du chœur, qui montrait la Vierge avec Robert Ier de Dreux et Agnès II de Braine agenouillée à ses pieds, n'ont pu être retrouvés. Un certain nombre de questions se posent à propos des reliques et de la nécropole de l'abbatiale. Aujourd'hui encore, nous ne savons pas où se trouvait au Moyen-Âge la châsse contenant les reliques de Saint-Yved, le maître-autel étant probablement consacré à Notre-Dame. Il en est de même pour la nécropole de la famille de Braine, dont un positionnement des tombes a été proposé par Sébastien Prioux au XIXe siècle. Ces tombes ont pu être déménagées au cours des siècles, affectées par la position du jubé, aujourd'hui disparu, ainsi que par la localisation des stalles des chanoines près de la croisée du transept et probablement aussi près des travées du chœur. Pour leur description, nous allons utiliser le positionnement des tombes proposé par Sébastien Prioux. Sur la totalité des sépultures, probablement une trentaine, que la nécropole aurait accueillies, nous ne passerons en revue que la dizaine de tombes concernant la famille de Dreux. Pour débuter, il faut remarquer que la sépulture de Robert Ier de Dreux, numérotée 0, n'a pu être retrouvée ni à Braine ni ailleurs. La tombe numérotée 1 d'Agnès de Baudement, fondatrice de Saint-Yved, se situait dans la première travée du chœur. À sa droite, la tombe numéro 10 était celle de Béatrice de Montfort, la femme de Robert IV de Dreux, qui reposait lui-même dans la tombe numéro 5 localisée dans la chapelle Bièze-Saint-Sébastien. Près de celui-ci reposait sa mère, Marie de Bourbon-Pierre, dans la sépulture numérotée 9, et son père, Jean Ier de Dreux, mort en croisade, dont seul le chœur fut envoyé à Braine, repère 4. Dans la seconde travée du chœur, donc plus à l'est que la tombe d'Agnès de Baudement, se trouvait la tombe numéro 2 de son fils, Robert II de Braine, qui était accompagné à sa gauche de la tombe numéro 8 de sa femme, Yolande de Coucy. Dans la dernière travée de la nef, avant la croisée du transept, était localisée la tombe numérotée 3 de Robert III de Braine,
alias Gadblé, le détenteur du château de Nélandol, et celle numérotée 6 de son frère, Pierre de Brenne, alias Pierre Mauclerc, duc baillistre de Bretagne et détenteur du château de Fer en Tardenois. Enfin, à la croisée du transept reposait le fils de Robert III, Robert Ier de Beu, dans la tombe numéro 7, et celle numérotée 11 de sa femme, Clémence de Châteaudun. En dernier lieu, vu les restrictions déjà données à propos des différents arrangements de l'église et des éventuels déménagements des sépultures, il convient de rester très prudent sur l'existence et le positionnement exact des tombes qui viennent d'être décrits.